Sur ces émissions organisées par l'ADAPT sur le Forum vers l'emploi 2014, nous allons dresser quelques portraits de personnes qui ont un parcours assez atypique. Et là, il se trouve que nous sommes avec Manon Doyel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez perdu l'usage de vos jambes il y a quelques années. Comment est-ce arrivé? On y va direct. De manière très brutale. C'est un cumul de maladies, de la C'est moelle. pour ça aussi que ma question est brutale d'un coup. Voilà. C'est plusieurs maladies qui se sont entrechoquées et c'est arrivé de manière extrêmement brutale. Il y avait des prémices et un jour je me suis assise, je me suis pas relevée, le lendemain j'étais en fauteuil. Quel genre de maladie Une maladie de la moelle épinière et des maladies d'ordre plus immunologique. Très bien. Être en fauteuil, c'est une situation que vous avez eu du mal à accepter, mais vraiment. Hein. Oui, absolument. J'étais très active avant et puis c'est arrivé de manière extrêmement brutale pour moi. C'était au lendemain de mes 20 ans. Quelques mois après, j'étais enceinte de ma fille et voilà, ça a été un mélange de situations qui a été difficile à accepter pour moi parce que c'était en contradiction avec ce que je faisais précédemment. En 2010, il se passe quelque chose quand même. Hein. Vous décidez d'imaginer un projet un peu fou, mais que quelques années plus tard a vu le jour. Oui, parce que je me suis dit assez rapidement que je voulais un peu transcender ce handicap, en faire quelque chose. En revanche, je n'étais absolument pas dans une situation d'acceptation. J'étais encore très en colère. On ne trouvait pas ce que j'avais, en fait. Hein. C'est très récent et encore aujourd'hui, on continue la recherche médicale. Une forme d'injustice ? Une forme d'incompréhension surtout, aussi, et puis un énervement de ne pas pouvoir faire ce que je souhaitais faire, travailler comme je l'entendais, et puis poursuivre les études que je faisais à ce moment-là. Donc je les ai repris ensuite. Et effectivement, c'est à ce moment-là, en février 2010, que j'ai eu l'envie de faire quelque chose avec mon fauteuil. Je me suis dit, on verra plus tard. Et c'est en 2013, en juillet 2013, quand je suis revenue du centre d'études olympiques où j'étais allée pour faire des recherches pour mon mémoire, où j'ai eu mon déclic, en fait. Et le déclic que j'attendais depuis exactement 4 ans. Et en 10 minutes, le projet s'est créé. Le Tour du lac Léman, en fauteuil. Oui, alors je voulais faire. C'est un peu fou comme projet. Oui, mais en fait, ça partait du fait que je voulais faire quelque chose un peu qui sortait de l'ordinaire. C'était pas spécialement dirigé vers les autres, c'était pour me le prouver à moi-même, pour le prouver aussi à mon entourage familial qui avait un peu de mal à accepter cette situation également, pour témoigner de quelque chose de plus fort aussi à ma fille, de lui montrer quelque chose de positif autour du handicap, et puis beaucoup d'autres choses qui sont arrivées ensuite pendant la préparation, pendant l'élaboration et la concrétisation du tour. Je suis partie sur le Tour du Léman parce que je n'avais absolument aucun matériel sportif à ce moment-là. J'aimais rouler longtemps, vite. Je voulais faire quelque chose autour d'un lac. Je revenais du Léman, ça s'est fait de manière extrêmement logique pour moi. Et puis l'athlétisme est arrivé en cours de route, en fait, puisqu'à ce moment-là, je n'avais pas de sponsor pour payer un fauteuil quand j'ai commencé. Donc je me suis entraînée pendant 7 mois sur un fauteuil, tout ce qu'il y a de plus normal, sans roue additionnelle, sans rien. Donc c'était un petit peu compliqué. Quand je suis partie sur le tour, ça faisait que 3 mois que j'étais en fauteuil, en position tibiale, en fauteuil d'athlétisme. Donc ça a été un peu précipité puisque j'avais prévu 2 ans pour faire ce projet, pour l'élaborer, pour trouver des sponsors. L'arrivée d'un partenaire majeur qui était EDF l'a fait accélérer et nous n'avons eu que 10 mois pour monter le projet, mais ça a été plutôt réussi. Les hommes qui relient les hommes, pour le coup, là, leur slogan, il est bon, là. Oui, je pense qu'on peut en trouver pas mal, mais oui, il y a eu une très belle relation avec EDF et avec les teams EDF. Alors, un fauteuil qui vient des US, vous parliez de roue spéciale, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi il est adapté au sport, c'est ça? Alors, le fauteuil avec lequel je roule désormais est un véritable fauteuil d'athlétisme. C'est un cadre qui est très long et c'est monté sur un châssis à 3 roues. On est sur les genoux. Et on boxe littéralement les roues, c'est-à-dire qu'on a des gants spéciaux et on n'attrape pas la roue, en fait. Voilà, c'est vraiment comme on pourrait le voir sur de la course, comme les marathoniens ou comme ceux qui font le 100 mètres. Et c'est une vraie grosse épreuve sportive que vous avez. Vous étiez déjà très sportive auparavant. Hein? J'étais sportive quand j'étais valide et puis j'avais eu des accidents un peu bêtes au genou qui avaient marqué l'arrêt. En fait, j'étais gymnaste cavalière. Je n'avais pas pu continuer à cause de ça. J'avais 16 ans, donc pendant quelques années, en fait, j'ai eu une interruption totale de sport, ce qui m'a beaucoup manqué et ce qui, je pense, a contribué à une acceptation difficile de cette situation parce que je ne pouvais pas continuer mes projets et puis cette énergie que je pouvais transmettre dans le sport. Bien sûr, pour moi, c'était un défi
parce que ma condition de santé est telle que je n'ai pas forcément les mêmes capacités que d'autres athlètes qui font de la course fauteuil, d'autres athlètes qui auraient pu le faire certainement de manière beaucoup plus fluide, plus rapide que moi. Pour moi, après une seule année d'entraînement, avec en même temps la coordination du projet, toute l'élaboration, donc qui prenait beaucoup de temps, et puis ma condition de santé, oui, c'était un véritable défi. Maintenant, on part sur d'autres choses un peu plus grandes. Alors oui, bien sûr, on va en parler. Vous avez d'autres projets parce que vous n'allez pas... Pourquoi le lac Léman? Ça me... Il y avait le Rhône, il y a des lacs un petit peu plus près. Pourquoi le Léman? Déjà, pour s'entraîner, c'est pas facile. Vous avez dû vous entraîner dans un autre endroit. Je me suis beaucoup entraînée sur le parc de Parilly puisque j'habite à côté, sur le stade du Bœuf avec mon club d'athlétisme parce qu'on a mélangé avec mon entraîneur la piste et la route pour travailler en fractionné. Voilà, c'était bien de mélanger les entraînements et puis je me préparais pour la compétition aussi, donc c'était un mix. Et quand j'ai voulu partir sur du kilométrage un peu plus long, il y avait la voie verte sur Méribel, le lac d'Annecy, le lac du Bourget, voilà, des lieux qui du coup pouvait me permettre de me mettre en condition pour cet été. Et pourquoi le lac Léman? Bien parce que la taille correspondait à ce que je me faisais comme d'idée d'un défi. En fait, le lac d'Annecy, c'était un petit peu court. Et parce qu'il est très symbolique, je suis passionnée par l'olympisme. Autour 180. Ah ouais. Et ça a pris combien de temps alors finalement tout ça? Alors en temps roulé, c'est-à-dire les étapes cumulées, j'ai mis 14h22 et 17h56 en temps total, puisqu'on a compté également les pauses techniques, alimentaires, etc. Ah, c'est vite bâclé. Le matin, vous êtes arrivé, repartir le soir, on n'en parle plus, quoi. Alors, non, ça aurait été bien, mais on l'a fait en étapes, puis c'était plus sympa. Alors, être passionné de sport depuis toujours, est-ce que ça vous a aidé dans cette grande aventure? Vraisemblablement, oui. Après, je pense que c'est plus un état d'esprit. Du coup, j'ai renoué avec mes premiers amours qui étaient le sport. Et je pense que c'est plus une dynamique en fait que ça apporte, plutôt que voilà, on se lance peut-être pas dans un projet comme ça d'un seul coup. J'ai fait beaucoup appel à mes souvenirs aussi, et puis j'ai eu de la chance d'être particulièrement bien coachée aussi par tout un environnement sportif. Donc oui, forcément, ça a sans doute aidé. Vous ne nous enlèverez pas de la tête que l'idée première, c'était votre défi personnel. Vous en aviez besoin? Ah oui, moi j'en avais besoin pour moi-même et ça a changé beaucoup de choses, même dans ma propre perception du handicap. Je me vois plus du tout comme handicapée. J'avais déjà du mal à le dire avant, je parlais plutôt de PMR, pour mon cas en tout cas. Maintenant, je me vois comme sportive. Mobilité réduite. Oui, voilà, oui. J'ai rarement dit le mot handicapé pour moi, parce que j'avais du mal à le dire tout simplement. Et j'avais du mal à me mettre comme ça. Je ne suis pas passée par les centres de rééducation, rien du tout. Je me suis assise, je ne me suis pas relevée, on m'a mis dans un fauteuil, on m'a dit « vis ta vie ». Donc j'ai tout appris par moi-même, que ce soit les transferts, que ce soit les petites techniques, que ce soit les fauteuils. Il a fallu du temps pour trouver un bon fauteuil d'ailleurs, parce que j'y connaissais rien, je n'étais pas du tout accompagnée. Donc forcément tout ça a participé à un espèce de flou dans lequel j'ai été pendant 4 ans. Et le sport m'a véritablement... fait annuler tout ça en fait. Maintenant c'est complètement différent, je me vois pas du tout comme handicapée, je me vois comme sportive avec un handicap, et finalement aujourd'hui c'est mon handicap qui me fait faire tout ça, et ça m'a rendue certainement beaucoup plus forte. Alors traverser un périple comme cela, traverser 2 pays finalement, parce que le lac Léman c'est la Suisse et la France, 2 législations différentes, est-ce que ça a apporté des complications supplémentaires? Absolument. C'était très compliqué, d'autant qu'en fait, on pourrait penser que c'est que 2 pays. Si les Suisses nous écoutent. Il se trouve qu'on traversait 3 cantons différents. Ah. Donc en fait, on avait 4 autorisations particulières à avoir, sachant qu'en Suisse, il faut des autorisations de la ville, mais aussi cantonales. Il y a plusieurs autorisations à avoir, en fait. En France, on a eu pas mal de difficultés à savoir où aller, pour au final s'entendre dire qu'on n'avait pas besoin d'autorisation. Donc finalement, la question s'est réglée assez vite. On a eu plusieurs semaines d'angoisse pour rien. On est réputé pour être très administratif. Oui, mais justement, en fait, il s'agissait d'un défi, non pas d'une compétition. Et donc, on rentrait dans aucune case.
Donc finalement, on était soumis au code de la route, ce qui explique aussi qu'on devait s'arrêter au feu rouge. Donc le temps prend en compte aussi ce genre de choses. Et il y avait une équipe de sécurité, bien sûr. Mais ensuite, j'étais considérée comme vélo couché. Et finalement, on a eu une petite déconvenue à la veille de la dernière étape où j'ai appris qu'une autorisation n'était pas plus valable. En tout cas, ils l'ont enlevée. On l'a fait quand même. Ça s'est très bien passé. Voilà. Faire le tour comme ça du lac Léman, vous avez dû rencontrer de belles personnes. Il y a une anecdote comme ça que vous pourriez nous citer au hasard? Il y en aurait beaucoup. Après, ce que je retiendrai certainement, c'est des personnes qui sont venues sans me connaître à l'arrivée. Donc, on avait toute une équipe avec nous, des proches, des partenaires, de l'entourage. Et il y a des personnes qui se sont déplacées sur quasiment toutes les étapes, juste à l'arrivée, alors que, vraiment, à l'arrivée, j'étais fatiguée. C'est l'effet Facebook, blog Je sais pas trop. Non, la presse locale a très bien fonctionné. Et finalement, on a eu la chance d'avoir des personnes qui nous ont soutenus tout au long du tour, alors qu'en plus, j'étais certainement pas très disponible à l'arrivée des étapes. Et voilà, c'était quelque chose d'assez particulier. Ça fait du bien. Oui, c'était un peu déstabilisant pour moi, mais c'était très positif. En parallèle de ce projet, que vous avez baptisé donc Léman 2014, vous avez créé une association et vous l'avez appelée Autour, avec un jeu de mots, hein, Autour de Manon, avec EAU, parce que l'eau maintenant... Oui, c'est quelque chose d'important pour moi, l'eau. Alors expliquez-nous le détail de ce jeu de mots et toute l'importance qui va avec. Eh bien, toute la difficulté de trouver un nom déjà. Et puis, on a fait une sorte de brainstorming. Il est sorti assez rapidement. Arrêtez, vous avez eu 2 ans pour ça, hein, quand même. Hein. donc, j'avais besoin de faire quelque chose autour de l'eau. Et puis, c'est assez long, 180 km. Donc, le fait de le faire autour d'un lac nous permettait de boucler en fait les choses. Faire le long d'un fleuve, par exemple, ça me correspond pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir terminé. Et puis, c'est quelque chose d'important au niveau du moral aussi, l'eau. Donc voilà, c'était soit des lacs, soit des îles. Le prochain sera une île, du coup, mais il y aura toujours la notion d'eau dans le défi. Alors, quel est l'esprit qui caractérise votre association? Quelles sont les principales missions que vous allez mener? Le premier mot, les idées que vous avez déjà, première. Hein. Voilà, le premier mot, c'est la diversité. Vraiment, notre mot d'ordre, c'est la mixité. On ne fait pas des projets pour les handis, on ne fait pas des projets pour montrer aux valides ce que les handis font. Non, ce n'est pas du tout notre objectif. L'objectif, c'est de mêler tout ça dans l'association, dans les personnes qui l'entourent et dans les personnes qui créent les projets avec moi. Handis et valides ensemble? Complètement, sans distinction. Le sport est un vecteur pour nous, c'est pas une finalité. L'objectif, c'est de sensibiliser, c'est de créer quelque chose, un mouvement tous ensemble en fait. Donc on passe par le sport, mais il y aura peut-être aussi les arts plastiques pour les ateliers éducatifs. Là aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur des ateliers en école maternelle et primaire. Pour l'instant, on a fait les maternelles, puisque c'est important pour moi de prendre les enfants dès le plus jeune âge pour les sensibiliser justement et dédramatiser le handicap. On leur parle du handicap, on les met ensemble sur des fauteuils, on leur fait faire des parcours et on leur parle du handisport. Et on va mettre en place avec l'école de rugby Les Lions de Lyon un partenariat pour mettre en situation de jumelage des enfants handi, des enfants valides. Ça, c'est la première idée. Et puis ensuite, il y a d'autres défis qui sont des projets plus porteurs. Il y en a un qui part un peu plus sur les sports extrêmes que je suis en train d'essayer de mettre en place actuellement avec la conception d'un prototype de fauteuil. On part sur quelque chose qui n'existe absolument pas, donc c'est ça qui est un petit peu enthousiasmant. Et on sait que ce genre de projet derrière peut nous amener des financements pour mener des projets qui sont certainement moins spectaculaires en termes de retombées, etc., qui sont tous les projets pédagogiques, mais qui sont absolument essentiels. Faire simplement des projets un peu originaux et puis pour se montrer, ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est de se transformer ça et de se servir de ça pour pouvoir derrière le transmettre et en témoigner auprès des enfants. Votre passion, votre engouement pourrait séduire un auditeur qui pourrait se transformer en mécène si vous avez une adresse à communiquer. On ne sait jamais, hein? Oui, bien sûr. On a le site Autour de Manon qui est www.autour-de-manon.com. Et il y a les contacts dessus. Évidemment, nous sommes toujours à la recherche de partenaires. Quel est le plus passionnant pour vous? Aller porter cette parole auprès des enfants ou se lancer des défis sportifs comme vous l'avez fait, ou alors les deux, mon capitaine? Les deux. Ce qui est certainement le plus essentiel, c'est de porter ça.
Bien sûr, le plus excitant, ça reste le moment où je fais du sport et où on conçoit des projets. Certainement, la période d'élaboration, hein, c'est quelque chose qui me passionne complètement, Oui, la bien sûr. coordination de projets. Donc là, actuellement, je suis sur ce projet plus de sport extrême et du coup, ça me fait complètement vibrer. Après, on a toujours dans l'objectif de cumuler les deux. La prochaine fois qu'on part sur un projet d'ampleur comme ça, c'est une île qui sera probablement dans les Baléares. Et l'objectif étant de jumeler une école sur place, donc une école insulaire, avec une école de métropole où j'interviens déjà. Et de faire travailler en fait ces enfants ensemble. Et cette fois-ci, je serai accompagnée par d'autres personnes. Je ne serai plus la seule sportive du défi, probablement la seule à faire l'intégralité du tour. Mais sur chaque étape, il y aura un sportif handi et un sportif valide. C'est très important pour moi. Sur les 2 sites géographiques aussi? Non, alors du coup, ce sera le tour de l'île. Et puis, Oui, sur d'accord. chaque étape, parce que ce sera un petit peu plus long que l'élément, sur chaque étape, du coup, je vais être accompagnée, puisque l'idée, c'est de faire de l'aventure humaine et du partage. Après, je me lance un petit peu dans la compétition, mais ça, c'est autre chose. Si je veux des choses plus personnelles, c'est la compétition. Mais ces défis-là, c'est vraiment pour des aventures humaines. Alors, vous nous l'avez prouvé, mais on va quand même coller la thématique qui est celle qui nous a réunis aujourd'hui, l'émission de radio. La thématique, c'est le sport fait-il du bien aux personnes handicapées? Je pense que la réponse est oui, mais j'attends la vôtre. Sans conteste, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le sport, évidemment, moi, m'a aidé dans mes problèmes de santé, puisqu'on a vu un bienfait déjà là-dessus. Donc, il était évident que ça avait un bienfait personnel, au niveau du moral, bien sûr. Et puis, pour les personnes qui auraient l'impression de se sentir légèrement exclues de notre société, voilà, ça permet des rencontres, ça permet de prendre confiance en soi. Et ça, c'est très important. C'est peut-être quelque chose qui m'a manqué à un moment donné où j'étais dans une situation plus difficile. Et un peu cette perte de confiance, de repères, de choses qui ne semblent pas normales, en fait. Et le sport m'a beaucoup aidé là-dessus. Et voilà, c'est peut-être quelque chose que je retiendrai le plus, c'est de sortir de l'isolement, rencontrer des personnes. Et on ne parle plus du tout de handicap, on parle de sport. Et ça, c'est complètement différent. Alors, une dernière chose avant qu'on se quitte. Vous êtes très actif, vous êtes plein de projets, plein d'idées, sûrement une bonne personne à recruter et vous êtes en recherche d'emploi. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont eux-mêmes handicapés, ils sont non-voyants, les recruteurs. Ils ne voient pas que vous pourrez être un très très bon élément dans un effectif? Eh bien, s'il y en a qui sont intéressés, ma foi, je suis là toute la Allez, journée. vous êtes là pour vous vendre, hein, c'est le forum de l'emploi. Oui, bien sûr, je cherche un emploi à côté, puisque toutes ces activités dans quel style? Allez, beaucoup. Je fais le recruteur basique. Principalement la coordination de projets, quels qu'ils soient, que ce soit sport, entreprise, culturel à la base. Je viens plutôt du milieu événementiel, des festivals, spectacles vivants. Aujourd'hui, j'aimerais bien travailler quand même plus dans le sport, c'est bien ma thématique. Je continue évidemment mon association et mes projets, mais je suis quelqu'un qui, pour se sentir bien, a besoin d'être un peu débordé. Et donc, j'ai besoin de mener plusieurs projets en même temps. Et puis, j'ai une petite famille à faire vivre quand même. Donc, aujourd'hui, mes activités ne sont pas rémunérées. Et les sponsors que l'on trouve, ce n'est pas pour me salarier, c'est uniquement dédié au sport et aux projets éducatifs. Donc, bien sûr, je suis en recherche d'emploi à côté, plus personnel. Avec de préférence une entreprise de la région lyonnaise? Quelle qu'elle soit, à partir du moment où le travail est intéressant, oui. Bien, mais je suis obligée de rester domiciliée sur Bron. Le message est lancé. Vous avez la balle qui est dans votre camp, cher recruteur. Merci Manon. Merci à vous. Au revoir.